Hey, salut JF, comment ça va? Ça va bien, toi, Dominique? Ben oui, bienvenue au Power Hebdo. Bienvenue. Hey, cette semaine, on parle de stratégie de pull et de push. Donc, un sujet très intéressant. Je me présente, mon nom est Dominique Blouin, je suis président de l'entreprise Davidé. Davidé, on développe des logiciels pour les manufacturiers, les distributeurs, les agents. On est aussi, et pour les détaillants, on est aussi l'entreprise qui développe le logiciel Power, un logiciel qui permet de gérer les promotions, gérer les prévisions, gérer les activités de vente, mais surtout utiliser les données pour mieux vendre. Chaque semaine, dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent l'utilisation des données, les systèmes et les processus qui touchent toutes les ventes et les opérations en entreprise. Cette semaine, on parle de push et de pull. Je suis avec mon collaborateur Jean-François Lanoux. Salut JF, parle-nous ça. Donc, hey, on a eu ça, c'est un super de sujet, c'est super intéressant. En fait, en travaillant là, avec différents de nos clients, on s'est rendu compte que l'impact là, de faire des bonnes prévisions partait surtout du principe que on peut être dans un contexte de push et de pull. Puis aujourd'hui, on trouvait ça intéressant de vouloir en parler avec vous. Donc, je commence ça en force avec la fameuse définition directement. Donc, le push, c'est vraiment plus une stratégie marketing qu'on va vouloir avoir un impact sur la demande. Tu sais, si on dit, je voudrais prendre des parts de marché, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va vouloir être. Tandis que le pull, ça va être plus du genre, je suis dans un marché, je suis content de la part de marché que j'ai, donc je vais être en mode un peu plus réactif. Tandis Un que peu le plus push, ça va être passif là, un comme peu plus mode passif. aussi, un peu moins Donc, quand on est dans le point de vue d'un consommateur, là, quand il y a du push, il y a des pubs partout. Oui, c'est ça. C'est des proactifs, c'est des promotions, c'est des campagnes marketing intenses. Le produit, on va juger qu'il va sortir suite aux actions qu'on va faire pour le push, tandis que le pull, on va plus avoir une stratégie de, on va avoir un produit qui va être disponible selon la demande qui va s'offrir sur le marché. Donc, Parfait. je pense que ça résume ça. Là. On peut aussi dire aussi que si nos distributeurs, c'est des partenaires en mode push, tandis qu'en mode pull, nos distributeurs, c'est plus des clients. Un autre exemple qu'on pourrait donner, un push, là, quand on voit une publicité à la télévision, là, faites l'exemple pour une automobile, ça va être très push. Là. Ils vont faire beaucoup de promotions. Le prix, ça va être une campagne marketing agressive. Donc, ça va être vraiment les deux points qui vont différencier les deux concepts. Mais Exact. je voulais qu'on regarde un peu un exemple en épicerie. Qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, là, concrètement dans notre vie quotidienne, les exemples qui se passent quand on rentre dans l'épicerie, le comportement des consommateurs, comment il est analysé. Là, c'est là que ça commence à être super intéressant. Ouais, on peut voir on peut s'imaginer n'importe qui rentre dans une épicerie, tu arrives dans la section des viandes, des produits laitiers, des fruits et légumes, le pain, selon les différentes catégories où on se trouve. Imaginez-vous la quantité de promotions, de rabais, tout ce qui est mis en place, les bouts d'allée, Ouais. les îlots. Donc, si je marche moi, dans l'épicerie, là, sur le mur du fond, il y a de la viande. Et quand je marche pour me rendre bout en bout de l'épicerie, il peut y avoir un îlot où il y a des petits gâteaux. Donc, Ça, ça, c'est tout de l'espace qui est acheté, qui est promotionné. Fait que c'est des stratégies de push. Donc, les manufacturiers achètent ces espaces-là, donc essaient vraiment de faire croître leur part de marché. C'est quelque chose qui peut être analysé. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut transporter cette approche-là dans d'autres domaines aussi. Donc, nous, on ne travaille pas juste avec des entreprises qui vendent aux détaillants, là, on a des entreprises qui vendent en fait, principalement, ils vendent aux détaillants, mais des fois, ils sont dans d'autres secteurs, pas nécessairement dans l'épicerie. dans Et la dans d'autres distribution. secteurs, il y a d'autres stratégies de push, mais ce n'est pas à négliger. Et les entreprises qui n'ont pas de stratégie push, donc qui sont toujours dans un mode de pull, à un moment donné, ils mettent leur survie en danger. Exact.
Parce que si c'est toujours tes clients qui tirent sur la demande et que tu ne proposes jamais de nouvelles solutions, tu n'apportes pas de valeur dans le processus, tu n'amènes pas les consommateurs finaux à s'intéresser à tes produits ou à essayer de prendre des parts de marché. Éventuellement, tu vas perdre de l'attention. On a parlé dans un Power Hebdo précédent, là, le shelf space et le mind space. Donc, ça se transporte dans n'importe quel domaine. On peut perdre de l'attention des consommateurs et de nos clients, puis on peut perdre de l'espace aussi dans une épicerie. Quand vous voyez une marque de pâte tout à coup se rapetisser, puis que tu as des marques privées qui prennent la place, bien là, vous avez perdu et l'attention et l'espace, puis c'est difficile à gagner. Exact, c'est très bien dit. Une matrix aussi qui est très intéressante, la Boston Matrix. Ça vient un peu résumer la réalité, là, la vie d'un produit. Donc, on a le graphique qui est un petit peu étrange. Là, le high, il vient de high à low. Là, je vais vous le dire tout de suite là, pour que vous compreniez bien le diagramme ici. C'est que, premièrement, toutes les compagnies, ils veulent être dans la section de cash cow. OK, ça, La vache à lait. la vache à lait, c'est là qu'on fait de l'argent, c'est là que l'argent rentre, c'est qu'on va avoir une très grande présence sur le marché, puis on va investir moins en marketing. Ouais, fait que dans le fond, ce qu'on voit, c'est que l'axe vertical, c'est le marché est en croissance. Donc, en bas, il y a moins de croissance dans le marché. Donc, quand il y a moins de croissance dans le marché, la catégorie est plus stable ou le produit est plus stable. Donc, typiquement, on investit moins parce que les gens connaissent le produit. Tu n'as pas besoin de le lifter. Exact. Et donc, quand le marché est en faible croissance et que tu as du gros volume, bien là, tu investis peu en marketing puis tu fais beaucoup de revenus. C'est évidemment le scénario idéal, mais on peut naviguer d'une zone à l'autre puis il faut être prudent. C'est ça, c'est que si, par exemple, on lance un nouveau produit, donc là, on ne sait pas trop où qu'on va être, mais l'entreprise y croit, on va vouloir investir de l'argent pour faire connaître le produit. Donc, l'objectif, ça va être de se rendre à l'étoile. Bien entendu, il y en a qui ne vont pas se rendre là, ça va être un échec, mais si ça se rend bien, ça va être une étoile. Donc là, on va continuer à avoir une croissance, on va continuer le marketing pour avoir des parts de marché. Puis à un moment donné, quand on va avoir pris une part intéressante du marché, qu'on va être connu avec le consommateur, à ce moment-là, on va descendre dans la partie qui est plus intéressante pour les revenus. Donc, on va faire autant de revenus ou plus de revenus, mais on va avoir une dépense marketing qui va être beaucoup moins haute. Puis là, les compétiteurs, ils vont embarquer, évidemment, ils vont prendre de la place, ils vont investir en mode push pour aller chercher des parts de marché. Donc là, dépendant de la stratégie, on va devoir se retrouver dans la catégorie chien ici, qu'on va avoir moins de parts de marché, ou on va vouloir réinvestir pour retourner dans l'étoile. Donc, c'est pas vraiment, on ne passe pas d'une étape à l'autre avec un cycle précis, mais il faut jongler avec ça, il faut toujours se remettre en question pour voir les parts de marché qu'on a. S'il y a des actions qui sont prises, est-ce qu'on va vraiment bénéficier de ça dans les parts de marché ou non? Exact. Je pense que c'est important aussi, JF, c'est une belle explication là, que tu nous donnes. Et c'est important d'être capable d'identifier notre produit par rapport au canal de distribution qu'on est en train d'analyser. On peut s'imaginer, par exemple, quand on fait des analyses statistiques, quand on fait du reporting, de l'analytique, si je prends un produit en particulier, en fonction du fait que le marché est en croissance ou non, en forte croissance, et notre part de marché, bien, on va faire des analyses différentes. On va regarder la situation de façon différente au niveau de l'investissement, comme tu dis, mais aussi, et ça, on pourrait vous reproduire de la documentation sur ça. Là, si vous voulez, on mettra ça sur notre site web, dans notre section ressources, selon les différents états. Par exemple, si j'ai identifié que mon produit dans ce marché-là, c'est un Dogs, bien, il y a des tactiques très claires qui sont suggérées. Donc, écouler le stock, par exemple, je suis en Dog, sortir du marché. Donc, il y a pour chacun des États donc, des stratégies différentes qui doivent être déployées. Fait que c'est important d'être capable d'analyser, d'identifier l'État, puis de mettre en place les bonnes tactiques.
Bon. Puis je pense qu'on peut faire aussi un lien avec le cycle de vie du produit. Je trouvais le graphique intéressant à dire, dans un cycle de vie de produit, on a toujours le démarrage, la croissance, la maturité puis le déclin. Exact. Ce graphique-là vient bien faire une corrélation entre le Boston Matrix puis le cycle de vie du produit. Je trouvais ça intéressant de le mettre. Puis comme vous le savez, c'est pas parce que le produit est mature qu'il va nécessairement toujours tomber en déclin. On peut réaugmenter l'apport en marketing puis rester plus longtemps en maturité et même retourner en croissance si on va dans des nouveaux marchés, dans des nouvelles réalités. Donc, exactement. Puis il y a ce graphique-là qu'on voit là, de nombreuses reprises. Il y a une version intéressante là, dans un livre que j'ai lu qui s'appelle Crossing the Chasm, qui montre qu'au départ, dans l'étape de growth, par exemple, Crossing the Chasm, ça s'adresse aux compagnies de technologie, mais c'est aussi comme ça dans le cycle de vie de plusieurs produits. Donc, quand on est dans la courbe de growth, eux identifient une espèce de chasm, donc un trou, là, une falaise entre la fin de l'étape de growth et la maturité. Donc, parce qu'on est dans une phase où on fait potentiellement beaucoup d'investissements, il y a peu de joueurs. Donc, souvent des compagnies, si on est en lancement de produits, beaucoup d'investissements, peu de joueurs, un risque de tout simplement manquer de notre coût ou de tomber dans un marché à maturité. Et évidemment, il y a des tactiques qui sont à déployer selon où on se trouve au niveau du cycle de vie. Puis ça fait un beau parallèle avec l'autre matrice, comme tu dis. Je pense que c'est très important d'être conscient de ça. Fait qu'il y a une part d'investissement promotionnel, puis après ça, de réaction du marché. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les analyses de ce type-là, puis dans Crossing the Chasm, on est capable d'aller identifier à chacun des stades quels sont nos clients typiques, le consommateur final en start-up, par exemple. Il n'y a pas la même personnalité que celui qui achète le produit à maturité. Non, ça c'est très vrai. Donc, on n'utilise pas les mêmes stratégies au niveau promotionnel, qu'on soit à l'étape de start-up versus l'étape de maturité où on veut juste conserver notre part de marché. Donc, c'est super intéressant. C'est des analyses un peu méta, mais concrètement, au niveau des opérations, puis au niveau de l'analyse qu'on fait de nos statistiques de vente, de nos investissements promotionnels, puis de l'effet sur nos prévisions, concrètement, on doit tenir compte de ces facteurs-là pour être capable de se positionner et être plus intelligent. Très bien dit. Donc, je pense qu'on peut faire aussi un lien avec la gestion de la demande versus la stratégie commerciale. Exact, c'est ça. En fait, c'est ça qui nous a amené à parler de ce sujet-là cette semaine parce qu'on est dans plusieurs projets de planification de la demande, gestion des prévisions en ce moment. Et dans beaucoup de cas, lorsqu'on est à une étape, lorsqu'on essaie de prévoir beaucoup d'avance, c'est souvent les gens de la logistique, les gens des planificateurs aguerris qui utilisent des statistiques puis de leur intelligence pour faire de la planification. Donc, on est capable de regarder les maths puis de dire la tendance, le marché nous dit qu'on pense que dans 12 mois, par exemple, on va vendre tant de quantités. Mm-hmm. Et beaucoup de compagnies ont de la difficulté tout de même à faire cette étape-là, qui est d'utiliser les maths et de gérer leur plan. Fait que nous, on les aide énormément avec Power Prévision puis l'implantation de bons processus. Mais dans plusieurs cas, on va rajouter la question de OK, maintenant que les mathématiques nous disent qu'on va vendre 4000 unités en avril 2021 de tel produit dans tel canal de distribution, quelles sont les stratégies de push que vous allez mettre en place qui sont susceptibles de changer cette valeur-là, de vous permettre de vendre plus ou de vendre moins? Donc, comment on fait pour faire mentir les stats? Oui. C'est en faisant des stratégies de push, justement. C'est ça, c'est qu'en fait, les stats, ils ne vont pas être faux. C'est que dans le fond, le forecasting, il va être dépendant du type de marché que vous êtes. Donc, si vous faites un push, vous êtes en mode push, puis que l'année prochaine, vous changez de mode et vous êtes en mode pull,
il y a fort à parier que les forecasts ne seront pas accurate si on fait de la mathématique. Exactement, exact. Il faut être capable de distinguer, on a parlé précédemment, mais quand on fait du push, typiquement, on a un effet sur le baseline, c'est-à-dire nos ventes régulières sans effet promotionnel. Donc, il faut être capable de distinguer l'effet promotionnel des ventes de base. Mais si vous prenez un produit et que vous dites on en vend en moyenne 50 par magasin par semaine, puis ça nous génère un profit de 2 millions par année, puis qu'on est satisfait avec ça, bien là, vous êtes clairement dans une stratégie de pool. Donc, vous allez mettre le produit à la disposition de votre réseau. Vous n'êtes pas en train d'investir, mais éventuellement, vos ventes vont descendre. Donc, il faut vraiment réfléchir au niveau promotion et prévision. C'est deux trucs qui sont intimement liés. Puis ça oblige une conversation entre le marketing, les ventes et la logistique de planification. Ça rend ça un peu plus compliqué, mais la valeur, elle est là. Et juste pour rajouter une couche là-dessus, c'est que le même produit dans deux marchés géographiques différents peut être en deux modes différents. C'est-à-dire que... Tout à fait, exact, tu as raison. Si on veut pénétrer un marché, exemple des Américains, on va être beaucoup plus en mode push, tandis qu'au Canada, on peut être en mode pull. Donc, c'est vraiment deux réalités qui sont complètement différentes pour la zone géographique avec le même produit. Exactement, puis tu as raison. Il y a des marchés aussi où quand on va faire notre analyse, on peut parler d'un SWOT, là, les faiblesses, les opportunités, les tactiques. Bon, SWOT. Strength, weakness, opportunity, puis threat, si je me souviens bien. Là. On en fait de temps en temps. Bien, en fait, l'idée, c'est que si on est en train d'analyser notre situation par rapport à un produit, comme tu le dis, dans un marché versus un autre, peut-être que dans un marché, le fait d'être en pool ne nous met pas à risque. Puis dans un autre marché, le fait d'être juste en pool va faire en sorte qu'on va se faire sortir du marché. Donc, il faut vraiment réfléchir dans ces termes-là. Excellent. Puis là, c'est super dangereux quand on parle de ça, d'avoir le bull. Je ne peux pas dire le mot parce que je ne me souviens pas de la prononciation. Je me suis fait reprendre l'autre fois. Je pense que c'est ball whip ou bull whip. Je pense que c'est bull whip, comme un bull. Oui, j'ai le même feeling, mais je ne suis pas sûr à savoir ça. Donc, l'effet de l'assaut, oui. Montre-nous ça, JF. Je pense qu'on a un oui, on a un graphique détaillé. C'est ça. On en a déjà parlé, mais en fait, c'est parce que c'est très pertinent quand on est en train de parler de push, qu'on fait des stratégies marketing. Imaginez le consommateur qui est à gauche. Il est exposé à des promotions, par exemple. Donc, il va avoir une tendance à consommer un peu plus. Fait que la demande, on le voit, oups, elle se met à augmenter. Là, le bull whip. Merci, Patrice. Puis là, dans le deuxième diagramme, on dit, OK, comment le détaillant il réagit? Il dit, oups, la demande augmente. Fait que non seulement il va essayer de combler la demande du consommateur, mais il va en faire un petit peu plus pour ne pas manquer de stock. Fait que là, on vient déjà de gonfler artificiellement la demande du consommateur parce qu'on l'a mal évalué. Le wholesaler, le distributeur, il reçoit la demande du retailer qui a envoyé un signal comme quoi il faut qu'il gonfle ses ventes, ses approvisionnements traditionnels. Lui aussi, il va gonfler. Fait que un sur l'autre, rendu au manufacturier, une croissance de peut-être 3-4 de vente est peut-être rendue 25 chez le manufacturier. Donc, lui, il se met à produire énormément de stock. Là, on va charger la chaîne d'approvisionnement de produits qu'on ne sera pas capable d'écouler juste parce que le signal du consommateur n'a pas été transmis tel quel. Tout le monde s'est padé, puis en bout de ligne, tout le monde va payer. Dans bien des cas, le manufacturier va payer plus que le détaillant. Oui, parce que ça va être multiplié. Parce que typiquement, les marges des manufacturiers sont plus grandes, mais clairement, c'est un effet qu'on voit souvent. Donc, quand on reçoit un signal qui nous indique que la demande est en train d'augmenter,
il faut essayer de retourner à la source pour justement ne pas se retrouver dans la position du manufacturier qui surévalue la demande. D'où l'importance de documenter les promotions, de faire un retour sur investissement, de regarder ça a eu quoi comme effet, ça a commencé à quel moment, ça s'est arrêté à quel moment. Après ça, la croissance au niveau des ventes, elle a commencé à quel moment, elle a terminé à quel moment, pour Exact. après ça, mettre ça dans l'analyse pour faire des meilleurs forecasting, pour ne pas avoir des fameux effets de fouette ou bullwhip effect. Exact. Donc, une autre petite suggestion qu'on avait aussi à vous faire, un livre. Oui. Écoute, ça, c'est un classique là, pour toute entreprise. Étrangement, je le conseillerais autant, pas étrangement, mais c'est un livre que je conseillerais à des gens qui sont dans d'autres domaines que l'épicerie et la consommation massive. Souvent, les gens, au niveau de justement la consommation massive, le CPG, le Consumer Package Good, connaissent les concepts de category management. Ne les implantent pas nécessairement, c'est la géométrie variable, disons. Mm-hmm. Mais ce livre-là, c'est le livre 101 du category management. On parle là-dedans, évidemment, des stratégies push-pull. Tout ça est couvert. Comment positionner un produit dans une catégorie. Très intéressante lecture et qui, à mon sens, s'applique tout aussi bien dans plein d'autres marchés. Fait que moi, j'aime beaucoup lire un livre qui semble destiné à un segment puis m'en servir dans un autre. Une lecture qu'on suggère. Sur votre table de chevet cette fin de semaine. Ça endort bien. Donc, pour terminer, je pense qu'on peut dire que à la base, c'est important d'avoir des outils qui vont vous aider à faire de l'analyse. Donc, Power va être capable de voir, Power Analytics, par exemple, va être capable de voir la réalité de comment que vos chiffres se comportent. Après ça, avec Power CRM, on va être capable de faire des activités, de faire du push sur le terrain, de regarder un peu l'effet que ça a. Après ça, avec les promotions, on va pouvoir documenter ça, on va pouvoir garder des traces de tout ce qui s'est fait là. Puis finalement, avec le forecasting, Power Forecasting, ça va être de vraiment pouvoir élaborer puis de bien prévoir l'avenir de la demande et d'avoir les bonnes quantités en stock au bon moment. Exact. C'est possible d'utiliser des données de façon intelligente pour améliorer notre qualité de prévision puis améliorer nos processus commerciaux. Nous, on se consacre à ça à l'année longue. Si vous voulez en entendre parler, vous avez des questions, voir comment implémenter ça dans vos organisations, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci Jean-François. Je pense que ça conclut pour cette semaine notre discussion sur le push et le pull. Nous autres, on se pousse. On se revoit la semaine prochaine. Bye. Bonne semaine.